Bonjour à tous, bon jeudi après-midi et bienvenue à notre webinaire sur la fin de l'authentification de base chez Microsoft. Donc aujourd'hui, on parle avec vous des impacts de ce changement chez Microsoft. Plusieurs d'entre vous avaient reçu un courriel de notre part dans les derniers jours pour vous informer de ce changement-là. Vous aviez certainement plusieurs autres priorités sur votre planche. On amène celle-ci en plus, mais on amène aussi des solutions. Donc, inquiétez-vous pas, on est là aussi pour répondre à vos questions puis pour vous informer sur ce qui se passe dans l'environnement et comment on va pouvoir vous aider avec cet enjeu-là qui est soulevé par l'authentification de base chez Microsoft. Je ne suis pas seule aujourd'hui car c'est un sujet bien technique et on a avec nous Mathieu Dubé qui est directeur des solutions technologiques. Merci Mathieu d'être avec nous cet après-midi. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Ça fait plaisir. On t'a sorti ton petit laboratoire Microsoft. Oui, ça fait du bien une fois de temps en temps de sortir. Parfait, merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, de quoi on parle en fait? Comme à l'habitude, on revient un peu sur la base. C'est quoi l'authentification de base? Hein? Ce n'est pas un vocabulaire qu'on entend beaucoup, mais que vous allez entendre de plus en plus dans les prochains jours, prochaines semaines. Et qu'est-ce que c'est l'authentification moderne? Tout ça vient se mélanger avec un autre terme qu'on entend souvent qui est l'authentification multifacteur. On va vous démystifier c'est quoi les différences de tout ça. Puis ensuite, on va vous parler pourquoi Microsoft fait ces changements-là et c'est quoi exactement que ça représente, ces changements-là, pour votre entreprise, votre organisation. Finalement, on parle des actions qui vont être apportées à court terme. Puis, comme à l'habitude, on va répondre du mieux possible à toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, commençons avec une explication par Mathieu, qui est un grand vulgarisateur qui nous aide à comprendre ces grands concepts théoriques. De qu'est-ce qu'est l'authentification de base? Qu'est-ce qu'est l'authentification moderne également? Donc, Mathieu, essaie de nous démystifier ça un petit peu pour les gens qui sont à l'écoute cet après-midi. Parfait. Bon, pour l'authentification de base, c'est assez simple. C'est uniquement l'échange d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe entre l'utilisateur puis le fournisseur d'un service. Donc, la fenêtre qu'on voit à l'écran, c'est une fenêtre que pas mal tous les gens connaissent et reconnaissent. Ça se limite à cette fonction-là, c'est-à-dire envoyer un nom d'utilisateur, un mot de passe, puis on est authentifié. On peut consommer un site web, un service quelconque. Voilà pour l'authentification de base. C'est assez clair, puis pour beaucoup de gens, c'est un peu l'ancienne méthode, hein? C'est un peu à l'ancienne. Exactement. C'est ce qui est connu, en fait, c'est tous les portails web de ce monde depuis des dizaines d'années. C'est ce qu'on utilisait, c'est ce qu'on est familier avec. Maintenant, l'authentification moderne va venir ajouter certains volets, certaines mesures de sécurité parce que justement, l'authentification de base n'était pas adaptée à nos nouveaux contextes de travail à distance et tout ça. Fait que justement, l'authentification moderne, chez Microsoft, la fenêtre, vous allez la reconnaître, c'est la nouvelle interface, ce soit un Outlook qui va vous demander ça, même des fois sur une application cellulaire. L'authentification moderne, en quoi que ça consiste? Contrairement à l'authentification basique qui était que cet échange de noms d'usagers et mots de passe-là, l'authentification moderne, c'est un ensemble de protocoles. Donc, il y a un protocole, entre autres, pour authentifier la personne, il y en a un autre pour autoriser la personne, puis aussi des notions de contexte de l'utilisateur. Contexte de l'utilisateur, j'entends par là la géolocalisation, le type d'appareil qui est utilisé, est-ce qu'il est conforme, est-ce que c'est un appareil qui est personnel, est-ce qu'on fait une distinction de ce côté-là ou pas? Ça dépend des entreprises, de la volonté de tout le monde. Après ça, l'authentification moderne a retiré, en fait, a ajouté un mécanisme qui est le fournisseur d'identité. Et donc, il n'y a plus de besoin d'échange de nom d'usager mot de passe entre l'utilisateur et un service. C'est bien entre l'utilisateur et un fournisseur d'identité. Je vous représenterai ça un petit peu plus tard. Mais bref, on vient, avec l'authentification moderne, enlever un peu du tracas des sites web de ce monde qui avaient à gérer nom d'usager mot de passe en cas d'attaque d'un pirate qui pouvait sortir, extirper les informations de connexion. Mais là, ces informations-là ne sont plus stockées chez un Dropbox, Microsoft 365 de ce monde, c'est bien stocké ailleurs. Finalement, un des critères qui fait partie du protocole de l'authentification moderne, c'est de ne plus sauvegarder le mot de passe sur l'appareil. Donc, un virus qui viendrait infecter un ordinateur ne sera plus en mesure d'aller sortir cette information-là.
Ce qui est une bonne nouvelle en soi. C'est une bonne nouvelle, mais ça facilitait beaucoup de choses. Hein? Oui. Quand on a des mots de passe un peu partout, là, c'était simplifiant pour l'usager. Ben, oui, mais en même temps, l'authentification moderne vient justement un peu tenter de simplifier ça pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déjà familiers avec différents sites, différents portails où est-ce qu'on pouvait cliquer sur connecter avec notre compte Facebook, connecter avec notre compte Google. Oui. Et ça, c'est de l'authentification moderne. On donne en responsabilité une entité qui vient nous authentifier puis qui va permettre d'autoriser différents sites à être accédés. Super. L'authentification moderne est plus granulaire aussi. Si je vous donne l'exemple ici qu'on voit à l'écran, c'est un exemple qui est couramment utilisé pour illustrer tout ça. L'authentification basique, si on la voit comme étant la clé d'une maison. Donc, on est à la maison, on a la clé. Évidemment, on débarre la porte, puis on a accès à toutes les pièces de la maison, peu importe l'heure, peu importe l'endroit, on a accès complet. De l'autre côté, l'authentification moderne, on pourrait comparer ça plus à une carte à puce d'un hôtel. Donc là, avec cette carte-là, qui est valide pour une certaine période de temps, évidemment, on loue une chambre d'hôtel pour quelques jours, elle va nous donner accès à une chambre bien précise, évidemment. Peut-être qu'on a payé un petit surplus, puis on va avoir accès au salon privé ou à une chambre d'entraînement, une salle d'entraînement. Mais il n'en reste pas moins que c'est des accès qui sont restreints, qui sont granulaires. Je pense que le prochain dessin, tu l'aimes beaucoup, Marie-Ève. Oui, bien, en fait, tu as besoin de nous l'expliquer un peu plus en détail là, pour être sûr qu'on comprend mieux la différence entre l'authentification basique et moderne. Exact. Donc, du côté de l'authentification basique, c'était justement ce qui était avec quoi on fonctionnait jadis. L'utilisateur qui est en bas envoyait son nom d'utilisateur mot de passe à un Dropbox, Salesforce, SharePoint. Et le site web revenait en disant oui, tu es autorisé ou pas, dépendant évidemment si on avait le bon mot de passe. C'était ça pour l'authentification basique. Du côté de l'authentification moderne, le mot de passe, comme je disais tout à l'heure, n'est plus stocké chez le fournisseur de services. C'est vraiment le fournisseur d'identité qui va être en charge de ça. Donc, l'utilisateur va aller communiquer avec le fournisseur d'identité et va fournir son nom d'utilisateur mot de passe. Puis, il va y avoir une validation multifacteur qui va être faite par le fournisseur d'identité pour venir vraiment s'assurer que la personne qui prétend être elle-même soit vraiment, utilise d'autres facteurs pour corroborer cette prétention-là. Et une fois que ce processus-là est complété, on obtient un jeton. Et ce jeton-là, lui, sert à ouvrir des portes. Donc, ce jeton-là pourrait nous donner accès à un Salesforce, à un SharePoint, à un document particulier justement dans le SharePoint ou peut-être pas un autre. C'est tout ce jeton-là qui est la nouvelle méthode d'autorisation. Parfait. Je pense qu'on commence à s'y retrouver. Mais là, on ajoute un autre facteur. Hein? Souvent, on parle d'authentification multifacteur, que c'est essentiel de nos jours. C'est requis pour avoir une sécurité qui est optimale. Donc, comment ça se situe l'authentification multifacteur comparativement à l'authentification moderne? Bon, il y a beaucoup de confusion, puis c'est normal, entre ce que l'authentification moderne puis multifacteur. On vient qu'à mêler un petit peu les deux termes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'authentification multifacteur est un des volets de l'authentification moderne. Avec le multifacteur, on vient renforcer le processus d'authentification. Donc, c'est un des petits morceaux qu'on a besoin. C'est quand même une des importantes pièces, mais c'est un de ces morceaux-là. Donc, l'authentification multifacteur, comme on le voit à l'écran, c'est idéalement deux des trois critères qu'on a devant nous présentement. C'est quelque chose qu'on a, quelque chose qu'on sait ou quelque chose qu'on est. Quelque chose qu'on a, ça peut être, exemple, un mot de passe, un cellulaire qui va nous demander d'appuyer pour approuver la connexion. Quelque chose qu'on sait, ça peut être une phrase secrète, des choses du genre. Puis quelque chose qu'on est, empreinte digitale, la rétine, la voix, c'est des facteurs qui peuvent être utilisés. Si on fait une analogie là-dessus, c'est si on a une invitation à un événement VIP, on se présente devant l'endroit, on a notre carte d'invitation. L'agent de sécurité regarde la carte d'invitation, d'accord, il vient pour vous laisser entrer, mais il vous demande quand même une petite phrase secrète.
Bon, mais ça, c'est le deuxième facteur. Ou cet agent de sécurité-là va vous connaître. Donc, ça, c'est un autre, c'est la biométrie. Donc, il reconnaît la personne, il dit, OK, oui, c'est vrai, cette personne-là a bel et bien été invitée. Tandis que si quelqu'un trouve par hasard la carte d'invitation par terre, bien, elle ne sera pas en possession des autres facteurs qui pourraient permettre de dire, oui, oui, j'avais vraiment une invitation pour cet événement-là. Puis dans le monde digital, Mathieu, dans le fond, comment ça se représente, cet événement-là? Bien, principalement, c'est en 3 étapes. Donc, encore une fois, on fournit un nom d'utilisateur, mot de passe au fournisseur d'identité. Le fournisseur d'identité nous revient à la charge en disant, bon, bien, peux-tu me prouver que tu es bel et bien la personne que tu prétends être? Donc, plus souvent qu'autrement, on reconnaît, c'est le cellulaire qui va nous demander, qui va nous dire, est-ce que c'est bien toi? Tu fais une approbation. Et après ça, bien là, l'accès est autorisé. C'est assez simple, mais le multifacteur vient vraiment compléter cette autorisation-là. Parfait. Je pense qu'on comprend maintenant un peu la genèse de toutes ces authentifications. Donc là, la fin de l'authentification de base chez Microsoft 365, qui est vraiment l'objet du webinaire aujourd'hui. Pourquoi Microsoft met fin à ça? Puis c'est quoi les changements concrets? Bien, l'authentification de base était une authentification, un protocole qui a été développé il y a des dizaines d'années. C'était une méthode qui était considérée fiable jadis parce que, bon, on avait un nom d'utilisateur, on avait un mot de passe. Théoriquement, ce mot de passe-là n'était pas communiqué. Ça fonctionnait bien. La journée que de plus en plus, il y a eu des services plus complexes, il y a eu des besoins plus complexes qui sont apparus, on s'est rendu compte que l'authentification de base avait certaines grandes lacunes. Microsoft aussi, de son côté, a fait des analyses et jusqu'à tout dernièrement, ce qu'ils sont aperçus, c'est que plus de 99 des comptes qui étaient compromis étaient des comptes qui n'utilisaient que de l'authentification de base. L'authentification moderne vient protéger donc contre plus de 99 de ces attaques-là. Donc, c'est un des vecteurs qu'on peut facilement mettre, un des mécanismes qu'on peut facilement mettre en place pour sécuriser nos infrastructures par l'ajout de mécanismes quand même assez simples, là, dans la majorité des cas. Donc, une solution assez simple, mais qui vient en œuvre assez rapidement. Là. On a des dates assez rapprochées là, à vous montrer à l'écran. Donc, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe le 1er octobre, puis qu'est-ce qui se passe là, dans le bug de l'année 2022, là, du 31 décembre au 1er janvier? Bon, le 1er octobre, Microsoft va désactiver tous les protocoles qui sont considérés non sécuritaires. Je vous donnerai une petite liste un petit peu plus tard là, de ce que ça peut avoir comme impact, mais à partir de cette journée-là, tous les protocoles seront désactivés. Sauf toutes les situations où on aurait fait une demande d'exception. Dans tel cas, Microsoft donne une période d'extension de sursis qui va être du 1er janvier 2023. Bon, chez MS Solutions, on a fait du travail proactif, puis notre clientèle, on s'est déjà occupé de faire la demande d'exemption ou d'exception, pardon, pour avoir cette marge de manœuvre jusqu'au 1er janvier. Mais sachez qu'il y a déjà de la clientèle aussi pour laquelle on a fait de l'accompagnement, sur laquelle on a préparé pas juste l'exception, mais bien les méthodes, les approches correctives pour faire en sorte que le 1er janvier, on ne soit pas encore dans la même situation. On vous revient dans quelques instants sur comment faire une demande d'exception et pour qui on a déjà fait une demande d'exception. Donc, on est dans quels sont les changements, puis on vous revient avec quelques détails juste un petit peu plus loin. On va laisser Mathieu nous expliquer à partir du 1er janvier qu'est-ce qui se passe. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, par exemple, pendant que j'y pense, le 1er octobre, ça peut sembler proche, mais ce n'est pas la première fois que Microsoft donnait une date finale. Ça a été reporté plusieurs fois. Il y a eu des dates qui étaient, entre autres, durant le temps de la pandémie, où est-ce que Microsoft a décidé de donner un certain répit aux entreprises et de dire on va reporter ça à une date ultérieure. Donc, nous voilà maintenant à une date où est-ce que c'est plus définitif. Merci Microsoft. Quand même sympathique. Du côté des risques de ne rien faire, l'impact de ne rien faire pourrait être, entre autres, des appareils qui ne sont pas à jour.
Donc, un iPhone qui est d'une ancienne génération, qui n'a pas reçu les dernières mises à jour, pourrait ne plus être en mesure de se connecter. Des imprimantes multifonctions qui font du numérisé vers courriel, s'ils utilisent un protocole qui est d'authentification de base, vont avoir ce fameux problème-là où est-ce que du jour au lendemain, l'envoi du courriel ne passera tout simplement plus. Des versions de Suite Office qui sont depuis longtemps quand même dépassées, ne peuvent pas se connecter en authentification moderne. Donc, c'est le genre de systèmes qui peuvent être affectés. Je vois aussi effectivement les systèmes téléphoniques, exemple, qui vont faire des envois de messages de boîte vocale par courriel. Bon, mais s'ils ont moindrement, ils ont un peu d'âge dans le système, bien, ils utilisent des protocoles qui ne seront plus supportés. Donc, la période de sursis, quand on le répète, là, mais dans le fond, la période de sursis fait en sorte qu'on n'est pas, pour ces systèmes-là, en problème d'ici le 1er octobre, mais il faut réagir d'ici le 1er janvier. Parfait. Merci Mathieu pour les explications sur les risques de ne rien faire. Donc, ça peut couper plusieurs accès, ce qui est important. Donc, à court terme, qu'est-ce qu'on doit faire comme action? Et là, je prends le relais sur ce volet-là. Si vous êtes un client chez nous qui est en infogérance sécurisée, donc tout se passe en fait, là, pour tout le monde, tout se passe en 2 étapes, comme Mathieu l'a dit, il y a le 1er octobre. Vous êtes un client chez nous en infogérance sécurisée. Nous avons déjà effectué proactivement la demande d'exception auprès de Microsoft. Donc, c'est fait et vous êtes protégé d'ici pour la coupure qui a lieu le 1er octobre. Par la suite, en vue du 1er janvier, on vous accompagne pour rendre votre environnement sécuritaire et faire en sorte que les protocoles d'authentification de base sont désactivés, que les protocoles d'authentification moderne sont bien activés. Donc, il y a 5 heures de travaux inclus dans votre environnement et les heures additionnelles serviront, s'il y a des heures additionnelles, c'est surtout pour des environnements qui sont plus complexes. Si on a plus de 10 heures de travaux qui vont être requis, alors à ce moment-là, une soumission sera fournie. Donc, pour les clients d'infogérance sécurisée, c'est en général pris en main et 5 heures de travaux sont inclus. Mathieu, j'ai parlé d'un environnement un peu plus complexe. Ou est-ce que ça pourrait prendre plus de temps pour aller activer tous les protocoles d'authentification moderne et s'assurer qu'il n'y a aucune mauvaise surprise le 1er janvier? C'est quoi un environnement complexe qui pourrait requérir plus de temps? Bien, assurément, les situations où on a une grosse imprimante multifonction, là, quelque chose qui nous a coûté des dizaines de milliers de dollars il y a quelques années, on ne souhaite évidemment pas la remplacer d'ici le 1er janvier. On comprend ça. Si cette imprimante-là ne supporte pas des protocoles modernes, c'est plus compliqué. Il y a des façons, bien heureusement, on a des recettes bien établies pour accompagner la clientèle là-dessus, pour faire en sorte que l'imprimante va continuer de fonctionner. Il y a d'autres mécaniques qui peuvent être mises en place. Je pense aussi, si on a un serveur Exchange qui est local, mais qui est connecté avec le tenant, avec le portail Microsoft 365, ça peut, dépendant de la version, avoir certains enjeux. Il faut accompagner. Des fois, il va falloir mettre à jour l'infrastructure qui est sur les serveurs. Évidemment, tout ce qui est système, comme je parlais tantôt, système téléphonique, mais système comptable, des logiciels qui sont utilisés depuis un bon bout de temps, mais qui n'ont pas nécessairement été mis à jour, bien, on va tenter de voir si on peut faire la migration, passer à quelque chose de plus moderne qui va supporter les nouveaux protocoles. Si c'est vraiment pas réalisable ou pensable de le faire d'ici ces délais-là, bien, on a des solutions alternatives pour venir accompagner les gens, mais c'est justement quand on tombe dans les solutions alternatives que ça prend un peu plus de temps. Parfait. Donc, ça, c'est pour les clients d'infogérance sécurisée. Les clients de services TI et les GMF qui font affaire avec nous. Donc, ce sont tous des clients qui ont aussi une infogérance avec nous, mais pas en mode sécurisé. Hein. C'est un peu l'ancêtre de l'infogérance sécurisée, des gens qui sont avec nous depuis un certain temps. Donc, encore une fois, de ce côté-là, on a effectué de façon proactive la demande d'exception de Microsoft. Aucune surprise le 1er octobre prochain. Et il va y avoir des travaux d'accompagnement qui vont être faits dans votre environnement.
Ces travaux-là ne sont pas inclus. Toutefois, s'ils dépassent 10 heures, on va vous fournir une soumission détaillée là, avec ce que ça peut impliquer. Donc, il est possible que vous soyez chargé pour des travaux liés à l'authentification de base, la fin de l'authentification de base dans votre environnement pour vous moderniser. Donc, il y a des frais qui vont être à venir possiblement de ce côté-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise le 1er janvier. Et les autres clients, donc on a des clients chez nous qui ont pris des formations, des clients qui sont en développement chez nous, des clients qui ont fait des audits de cybersécurité, toutes sortes de services autres que l'infogérance chez nous. Mais à ce moment-là, c'est à vous de prendre action. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va partager avec vous dans la fenêtre de clavardage 2 liens vers Microsoft. Donc, il y a un premier lien qui va être pour faire votre demande d'exception. Donc, c'est un article de Microsoft qui va pouvoir vous expliquer comment faire votre demande d'exception. C'est un article, malheureusement, qui est en anglais seulement, mais vous devriez avoir les réponses à vos questions. Et ensuite, on a un lien qui est pour les actions correctives. Donc, si vous voulez appliquer vous-même les actions correctives dans votre environnement, vous allez avoir le lien de Microsoft avec la documentation qui va vous expliquer comment procéder pour aller dans votre environnement puis activer les protocoles d'authentification moderne. Je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à apparaître dans la fenêtre de clavardage. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Mathieu, est-ce que ces actions-là résument bien là, ce que toi et ton équipe êtes en train de faire actuellement, puis ce qu'on voulait expliquer aujourd'hui là, aux gens qui sont avec nous? Ben oui, sachez que justement, l'accompagnement va probablement venir faciliter certains défis technologiques parce qu'il y a, comme je disais, pour les imprimantes, certains défis à venir corriger quand on est en mode contournement de l'utilisation d'authentification moderne, mais ça devient un peu plus complexe. Puis, bien que Microsoft fournisse une certaine recette à suivre, elle n'est pas tout le temps facilement applicable. Il y a des fois besoin d'avoir l'ajout de licences, littéralement, parce qu'il y a des fonctionnalités pour mettre en place ces systèmes-là qui vont nécessiter certaines fonctionnalités plus évoluées des tenants de Microsoft. Donc, l'accompagnement va faciliter beaucoup le travail. Entre autres, j'ai vu une question passer par rapport à tout ce qui était cellulaire, iPhone et tout ça. Sachez, entre autres, que justement, par rapport aux appareils Apple, Microsoft et Apple ont travaillé conjointement sur ce dossier-là dans la dernière année, littéralement. Puis, lorsqu'on maintient nos appareils à jour, la communication se fait toute seule. Il va y avoir une certaine transparence, là, une transition qui est transparente vers l'authentification de base sur les appareils, vers l'authentification moderne. Donc, tout ce qu'il y a à faire de ce côté-là, c'est une demande d'autorisation de la part de l'utilisateur qu'il faut approuver. Puis après ça, ben, l'application de Apple va venir faire cette transition-là, plus souvent qu'autrement après un redémarrage de l'appareil. Mais c'est justement, c'est une des points sur lesquels on met beaucoup d'emphase. Maintenez vos appareils à jour, pas juste pour l'authentification de base versus moderne, mais bien pour tout ce qui est enjeu de sécurité. Donc, encore une fois, on le dit souvent, mais l'importance de mettre à jour les appareils est critique. Parfait. Super. Merci, Mathieu. C'est un bon message. On a quelques questions dans le clavardage pour toi. Donc, commençons avec Céline qui nous demande une de nos exceptions concerne un compte utilisé pour un de nos photocopieurs scanners. Quelle sera la solution lorsque Microsoft forcera le tout? Bon. Bien, il y a plusieurs avenues possibles qui sont dépendant de la situation, sont plus ou moins pertinentes. Il faut poser certaines questions comme est-ce que la numérisation est requise pour envoyer des documents vers l'extérieur ou pas? Ça va déjà nous mettre sur 2 ou 3 chemins différents. Il faut aussi savoir si on a le bon type de licence pour permettre la communication avec le tenant ou s'il faut utiliser un service tiers. Il y a ces possibilités-là parfois. Puis, il faut voir aussi la technologie de l'imprimante qui est utilisée. Si c'est quelque chose de, somme toute, assez moderne, bien, on peut utiliser quand même une méthode d'authentification que Microsoft va laisser fonctionner pendant
du moins pour l'instant, on n'a pas de date butoir, là, mais qui est de l'authentification de base, mais on appelle ça du SMTP Haute en français. Et puis, c'est un protocole qu'on peut encore utiliser, là, puis que Microsoft autorise. Super, merci Mathieu. Continuons un peu avec les questions. On en a quelques-unes pour vous. Est-ce que ce changement affecte uniquement l'environnement Exchange? Peut-être que c'est Microsoft ici là, qu'on devrait dire. Est-ce que ce changement affecte uniquement l'environnement Exchange ou Microsoft? Ben, en fait, c'est intimement lié, oui, avec Exchange Online, parce que c'est les méthodes de connexion, c'est des protocoles qui sont utilisés pour communiquer avec Exchange Online. Je pense à, dans le technique, là, mais Exchange PowerShell, donc qui permet d'aller faire des commandes en ligne sur l'infrastructure Exchange Online. Ça peut être le protocole RPC, l'ActiveSync. Peut-être qu'il y en a qui sont familiers avec le terme, mais l'ActiveSync était une façon de communiquer avec les appareils mobiles. Donc, il y a différents protocoles, mais c'est tout étroitement relié avec Exchange Online. Donc, oui, avec Exchange. Si je pense à une plateforme comme Teams et tout ça, ben, le logiciel est déjà en application moderne. Parfait. Merci pour vos questions. Ça continue de rentrer. Quels sont les impacts pour les utilisateurs invités dans les dossiers partagés dans OneDrive? C'est assez pointu, là. Mathieu, ça se peut que tu n'aies pas toutes les réponses aux questions, puis c'est bien correct, là, sinon on revient en privé aux gens, là. Il n'y a pas de problème. Oui, ben, c'est une question effectivement qui va être sujet à débordement parce que là, on entre dans le très plus technique pour faire une belle phrase. Théoriquement, avec OneDrive, on n'aura pas vraiment d'impact. C'est au moment peut-être plus du partage, de la communication qui va être faite, mais le OneDrive en tant que tel, lui, c'est une authentification qui est moderne. Donc, elle n'est pas sujette en tant que telle. L'application en tant que telle n'est pas sujette à cette problématique-là. Parfait. Tu as réponse à tout. C'est extraordinaire. La prochaine, c'est comme un test de connaissance, hein, c'est le fun. Les clés YubiKey sont-elles éligibles avec le MFA? Oui, les fameuses clés YubiKey, des clés physiques. C'est un des facteurs qu'on peut utiliser pour faire le multifacteur, justement. Quand je parlais tantôt de quelque chose qu'on a, ben, ça peut être justement cet appareil-là, ce périphérique-là, pour dire, ben oui, effectivement, je suis bel et bien la personne que je prétends être parce que c'est moi qui l'ai en main. Évidemment, il y a tout le temps les possibilités de vol, mais dans le fond, on se fie que la personne qui perdrait cette clé-là ou qui la ferait voler va le signaler rapidement. Mais c'est un des jetons physiques qu'on peut utiliser pour identifier la personne. Super, merci. On continue. Madame Desmarais a une excellente question pour nous. Elle nous demande quelles questions je peux poser à mon fournisseur de services téléphoniques pour m'assurer qu'ils ont bien prévu le coût relativement à nos messages qui se reçoivent par courriel. Je pense que la question est tout simplement de voir avec eux si ils supportent l'authentification moderne du tenant. Là-dedans, puis je vais revenir un peu avec l'accompagnement, ça peut être le genre d'accompagnement qu'on fait, c'est-à-dire qu'avec le fournisseur de téléphonie, on peut, disons, temporairement, pendant un petit laps de temps, un moment contrôlé, désactiver complètement l'authentification de base du tenant, puis dire, OK, est-ce que les fonctionnalités qu'on espère avoir sont encore fonctionnelles? Le cas échéant, parfait, le système téléphonique est bien configuré, fonctionne bien. Si on voit qu'il y a des problématiques, bien là, il y a ajustement. Mais moi, je commencerai par voir avec votre fournisseur premièrement, s'ils savent de quoi il est question. Puis, si justement, oui, ils sont au fait de tout ça, ben, c'est déjà un bon signe qu'ils sont en train d'activement de travailler là-dessus. Donc, il n'y a pas de meilleure solution que de tester, poser les questions puis tester. Hein, Mathieu, dans le fond, ça reste la base. Absolument. Puis plus justement, plus vous donnez la chance de tester tôt, eh bien, plus vous avez des chances de succès. Là, parce que le fournisseur de téléphonie, s'il a à changer ou à mettre à jour son système téléphonique, bien, des fois, dépendant si c'est un système physique, il n'y a peut-être pas le matériel, il n'y a peut-être pas nécessairement le temps de livrer tout ça dans des délais raisonnables. Donc, il faut voir les autres solutions alternatives qu'on pourrait utiliser à ce moment-là.
Parfait, super. On a une dernière question pour toi, Mathieu. Si mon environnement est hybride, donc avec plusieurs personnes en télétravail, est-ce que ceci a un impact sur la fin de l'authentification de base et l'authentification moderne? Il n'y a pas vraiment d'impact parce que lorsqu'on parle de l'authentification moderne, dans ce contexte-ci, c'est vraiment par rapport à l'accès des services Exchange Online, le service de courriel fourni par Microsoft. Donc, qu'on soit au bureau, qu'on soit en Italie ou à San Francisco présentement, on accède à quelque chose qui est en ligne. Donc, on a les mêmes défis, c'est-à-dire d'activer l'authentification moderne, s'assurer que notre logiciel est compatible. Et ça, c'est peu importe où on se trouve sur la planète, ça reste valide. Puis l'authentification multifacteur, elle est à faire peu importe où on se trouve. Il y a certaines, justement, dans l'authentification multifacteur, il y a certaines façons d'éviter que, disons, quand on est dans la place d'affaires, de continuellement se faire demander si on est bien la personne. On parle entre autres des accès conditionnels, qu'on peut dire, bon, mais justement, selon la géolocalisation de l'entreprise, on peut dire, ben, les personnes n'ont pas besoin de faire du multifacteur. On considère que le multifacteur, dans ce cas-là, c'est l'emplacement physique. On se dit, bon, ben, la personne est présentement dans mon entreprise, physiquement là, donc c'est forcément elle. La validation de l'employé, c'est quand même fait par, sa présence physique. Là. Je pense qu'on a d'autres. Je suis en train de regarder. Je pense qu'il y a d'autres petites questions. Ton micro est coupé, Marie-Ève. Ah, pardon, merci beaucoup. Désolée, j'étais en train de taper répondre aux questions. Les questions sont pas mal toutes répondues, Mathieu, sur le chat. Là, peut-être la petite dernière précision là, qu'on pourrait peut-être apporter pour conclure. C'est quoi en gros là, que vous faites sur le terrain? C'est quoi que vous faites pour activer l'authentification moderne en gros comme étape? Là? Ça ressemble à quoi techniquement pour vous? Là? Bon, ben, techniquement, on va faire une certaine validation sur le type de compte qui est connecté et qui n'est pas conforme. Donc, on va sortir une liste, puis on va adresser ces comptes-là. On travaille avec le client, la clientèle pour valider est-ce qu'il y a lieu de passer à l'authentification moderne pour ce compte-là ou pas. Est-ce que ça pose un défi? Quel genre de systèmes sont en place? Et puis, avec ces connexions-là, ces journaux de connexion-là, ben, justement, ça nous donne notre matière première. Après ça, ben, il y a les différentes recettes à appliquer selon le type de système qui est en place. Je parlais tantôt imprimante, suite Office qui est désuète, appareil mobile qui n'est pas à jour. Ben, chaque processus a son approche. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Bon, une suite Office suite Office 2010 qui est sur le terrain, ben c'est pas très compliqué. Il suffit de passer à une version plus récente, puis on va supporter naturellement l'authentification moderne. Mais comme je disais tantôt, des imprimantes qui sont plus costaudes, ben des fois, ça peut être un peu plus différent comme approche. Là. On ne peut pas la changer du jour au lendemain. Super, merci. Ben, de quoi occuper toi et ton équipe qui travaille sur ce dossier-là dans les prochaines semaines, assurément. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, Mathieu. C'est super apprécié. Ben, merci à vous. Merci à tous les participants qui se sont branchés aujourd'hui. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur le clavardage de notre site Web, en répondant au courriel que vous allez recevoir suite à ce webinaire et de toute autre façon, vous pouvez ouvrir un billet, vous pouvez vous adresser à nous directement. Donc, on est là pour répondre à vos questions sur la fin de l'authentification de base. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans cette aventure-là. Il y a des solutions et vous n'êtes pas seul. Donc, merci à tous d'avoir été là. Dans 2 semaines, on se revoit. On vous parle d'un programme de sensibilisation à la cybersécurité. Quelques trucs pour sensibiliser vos gens. Octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Vous allez en entendre parler. Vous savez qu'on aime ça, parler de sensibilisation à la cybersécurité. On est en mode prévention, puis on veut vous accompagner dans cela. Donc, merci à tous. Merci à Cheyenne qui était là à la production également et me rappeler que mon micro était fermé. Merci à Mathieu. Puis
Puis ça fait plaisir de vous voir à nouveau à nos webinaires. Puis on se revoit dans 2 semaines, tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde.